Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour parler du Grand Prix de Bahreïn, 4e épreuve de la saison 2025 de Formule 1, avec la 2e victoire cette saison d'Oscar Piastri devant George Russell et Lando Norris. Un nouveau partenaire cette semaine avec Julien Pereira, puisque Stéphane Vrignot est en vacances. Ça va, Jap? Ça va parfaitement. Et toi? Ça va plutôt pas mal, on a des choses à dire. Vainqueur magnifique au Japon, je parle pas de toi, Jap, même si ça mériterait. Max Verstappen a dû se contenter d'une 6e place, assez anonyme, arrachée dans le dernier tour à Pierre Gasly. Réunion de crise chez Red Bull et pression maximale avant d'enchaîner avec l'Arabie Saoudite. On reviendra justement sur ce qui se passe du côté de l'équipe dirigée par Christian Horner. Avec Leclerc 4e et Hamilton 5e, la Scuderia Ferrari a signé son meilleur résultat depuis le début de la saison. Les hommes de Fred Vasseur avaient décidé d'engager un nouveau fond plat à Bahreïn. Qu'est-ce qu'on retient de ce Grand Prix au sein de la firme au cheval cabré? On se posera la question également. Et on va commencer en parlant de mental. On avait évoqué le sang-froid de Piastri après sa victoire en Chine et il en a encore fait une sacrée démonstration le week-end dernier à Sakhir. Et donc par contraste, ça avait mis en avant les difficultés dans ce domaine éprouvé par Lando Norris. Le Britannique qui s'est plutôt largement ouvert tout au long du week-end dernier sur son manque de confiance, sur son malaise, notamment lors de la conférence de presse d'après-course. Ça nous a donné l'idée de contacter un préparateur mental pour lui confier les propos tenus par le pilote McLaren et savoir ce qu'il faut en retenir. Alors on se connecte tout de suite avec Stéphane Limousin et je fais les présentations après. Et comme promis, on rejoint Stéphane Limousin, qui est donc le préparateur mental de Manon Apiti-Brunet, qui est championne olympique au sabre. On vous a vu dans le documentaire consacré à la sabreuse qui a triomphé au Grand Palais l'été dernier, qui s'appelle Derrière le masque. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Je sais que le monde des sports mécaniques ne vous est pas étranger parce que vous coachez quelques pilotes et notamment des pilotes moto. Avant qu'on débute, je voudrais juste quand même dire une petite chose. C'est l'avantage qu'on a désormais de pouvoir échanger avec ceux qui regardent sur YouTube et qui nous ont fait quelques retours. Ils nous ont trouvé parfois un petit peu dur avec Lando Norris. Il faut savoir, on n'est ni fan ni anti Lando Norris. On va évoquer ces problèmes qu'il évoque parce que... par contraste avec Oscar Piastri qu'on avait qualifié d'animal à sang-froid. Et c'est quand même assez étonnant, assez rare de voir un pilote évoquer, et même de manière très très répétitive, ces problèmes. Il est 3e à Bahreïn, leader du championnat, et il parle beaucoup de ses soucis. Jap, on imagine que Lando Norris, il a aussi un préparateur mental. Oui, il est entouré d'un physio comme la plupart des pilotes, certains en ont même 2 voire plus. Il a un physio qui s'appelle John Malvern, qui le suit depuis 2014. Donc un physio ou un préparateur mental? Alors, un physio qui s'occupe à la fois de sa performance mentale et physique. D'accord. Depuis 2014, donc Norris avait 15 ans. Donc ça fait quand même plus de 10 ans maintenant qu'il le suit. Et effectivement, ils aident à faire de ce sujet-là, faire en sorte que ce ne soit plus un sujet tabou en Formule 1, parce que ça l'est encore. Souvenez-vous des propos de Marco il y a quelques mois qui avait évoqué les faiblesses mentales de Lando Norris. On en avait parlé dans cette émission. Donc Norris, lui, fait de ce sujet un sujet important et il essaie justement de montrer que il faut en parler, et particulièrement en Formule 1. Stéphane Limousin, je vous propose une première citation qu'on a retenue. Je ne suis pas à l'aise, oui. Je ne suis pas heureux, je ne me sens pas bien d'avoir obtenu ces résultats. En fait, je suis assez surpris parce que quelque chose ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de négatifs en fait dans les phrases qu'on vous a soumises en provenance de la conférence de presse de Lando Norris. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a tellement qu'on se demande si c'est pas fait exprès à un moment donné. Vous parliez de Manon, et effectivement, le fait de pouvoir verbaliser, sortir, exprimer ces difficultés, c'est un double enjeu. C'est-à-dire que ça permet de les mettre sur la table. Donc, en termes de gestion émotionnelle, c'est déjà une grande partie du problème évacué. Donc, ça, c'est très important. Petit clin d'œil, exprimer, faire sortir, primer, pression. Expression, c'est faire sortir la pression. Et une fois que c'est fait, on a ce fardeau-là qui est beaucoup moins lourd, forcément. Et puis, le deuxième enjeu, c'est que quand on est capable d'exprimer ses faiblesses, en fait, on fait peur à l'adversaire. Parce que tout le monde a peur d'exprimer ses faiblesses, pas comme si tout d'un coup, ça faisait encore plus peur ou la peur augmentait.
Ah, c'est assez contre-intuitif parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, et moi je l'ai vécu parce qu'il y a quelques années, j'étais sur les Grands Prix moto et je me souviens que Jorge Lorenzo, après un de ses accidents, avait dit en conférence de presse, j'ai peur sur la moto, et plusieurs pilotes m'avaient dit, il faut pas le dire. Et évidemment, la peur est là, mais il faut pas le dire parce que les autres utilisent le fait de savoir que vous avez peur pour éventuellement accroître un petit peu la pression. Là, ce que vous nous dites, c'est que c'est plutôt l'inverse finalement. On se renforce en disant qu'on a un manque de confiance ou qu'on est en difficulté. Alors, on se renforce sans faire de raccourci. On se renforce à partir du moment où on travaille avec ça pour justement en faire une force. C'est-à-dire que plutôt que de le garder à l'intérieur et de le cacher quelque part où ça peut ressortir à un moment imprévu, de 80 en bout de ligne droite, à un moment donné, on voit l'autre derrière, on le sent, et pouf, ça ressort, et là, c'est pas le moment. Donc, à un moment, l'idée, c'est de le mettre sur la table, de faire comprendre aux autres, oui, j'ai peur, mais je me bats avec, plutôt que je me bats contre. Et c'est ça qui fait peur aux autres, en fait, parce que tout le monde a peur de la peur, et c'est ça le plus gros problème. C'est pas la peur en elle-même. Mais concrètement, comment on travaille? Parce que le dire, c'est une chose importante, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après pour essayer d'aller mieux et surtout de mieux se sentir dans son sport? Parce que finalement, Norris, ça fait quand même un bout de temps, Gilles, tu ne me contrediras pas, qu'il en parle de ces problèmes-là, de ce mal-être qui revient de temps en temps sur certaines phases de sa carrière. Alors, c'est un travail au long cours, hein. Comme disait Kennedy, on fait son toit quand il fait beau. Donc, c'est vraiment en amont d'arriver à identifier les réelles problématiques et les engrenages qui sont pas bien huilés, on va dire ça comme ça, pour que le moteur tourne rond. Et en fait, sur l'aspect émotionnel, en fait, c'est des compétences à développer, comme la notion d'acceptation, d'identification. Mais en tout cas, c'est d'arriver à comprendre comment on fonctionne et ce que l'émotion provoque chez nous, pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'à la base, l'émotion, c'est de l'énergie. Comme je disais au téléphone l'autre jour avec vous, c'est émotare, donc ça veut dire mettre en mouvement. Une fois que je sais quel est le message de mon émotion, je peux mettre de l'action et du mouvement à partir de là. Alors, ça peut paraître un petit peu flou comme ça à la base, mais en tout cas, c'est d'aller sur le terrain et de comprendre pendant qu'on est en train de travailler, s'entraîner, etc., de pouvoir identifier l'émotion et de se rendre compte qu'au final, ce n'est pas quelque chose contre lequel il faut aller, mais avec lequel il faut courir. J'ai une autre citation, moi, qui a retenu mon attention. Quand Lando Norris dit « Peut-être que parfois je manque un peu de confiance en moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est aussi moi, c'est ma façon de faire, ma façon de travailler, c'est ce qui m'a permis d'être aussi bon et c'est peut-être ce qui m'a parfois empêché de devenir un meilleur pilote. » Il y a là un petit peu les deux notions. On a presque envie de dire qu'il parle des coulisses de sa préparation mentale. Alors, à mots couverts, ça m'a l'air d'être tout à fait ça, hein. Quand j'ai lu toutes les phrases que vous m'aviez envoyées, au final, on sent qu'il y a énormément de protection, du genre la phrase je pense d'abord à moi et j'ai pas besoin, je pense pas aux autres, je veux pas penser aux autres. Il y a comme si il mettait une bulle de protection, tout en travaillant sur un équilibre entre l'humilité et l'ego. Vous savez, il y a deux fortes puissances en nous qui sont l'ego et la tâche. Et en fait, les deux sont nécessaires, mais de manière équilibrée. Et quand l'ego, notamment d'un athlète de haut niveau, prend trop de place, ça va défavoriser la tâche en fait. Donc on a l'impression qu'il y a cette recherche d'équilibre-là en permanence sur, oui, j'ai pas tout à fait confiance, et il laisse une part à, il faut rester vigilant, ce qu'on appelle le gagnant-gagnant en fait. Je peux battre tout le monde, mais tout le monde peut me battre. Donc je reste à ma place et je reste vigilant. Est-ce que vous, dans la transcription de cette conférence de presse d'après-course qu'on vous a transmise, il y a des choses que vous avez remarquées et que là, on n'a pas relevé dans ces premières minutes? En fait, c'est ce dont je vous parlais là, c'est-à-dire cette notion d'équilibre à trouver. Il passe tout de suite. Alors, il a une grande responsabilisation de ses problèmes. En général, on a plutôt tendance à mettre les problèmes sur les autres. En fait, non, il prend tout pour lui, et même presque trop. Ce qui peut être effectivement un frein pour trouver l'équilibre. Et c'est la chose qui me frappe le plus, c'est que là, je trouve que, de mon point de vue, c'est un peu trop, c'est-à-dire qu'il nourrit un petit peu trop le négatif et la responsabilité de ne pas aller bien, malgré les résultats, et que ça peut l'empêcher d'aller chercher le Graal, en fait. Oui, en même temps, il faut comprendre, Julien, il a la même voiture que Oscar Piastri, et Oscar Piastri gagne 2 fois cette saison. On a l'impression que c'est plus stable. C'est peut-être aussi pour ça qu'il prend la responsabilité lui-même de ça. Il a le même matériel. Oui, mais c'est ce qui était aussi très marquant sur cette conférence de presse, c'est qu'on pose la question à Lando Norris, qu'est-ce qui se passe avec la voiture, qu'est-ce qui ne va pas?
C'est là où il choisit justement de s'étendre sur ses problèmes à lui. Et on pose aussi la question à Oscar Piastri où il dit non, moi la voiture, je la trouve très bien, ça se passe très bien. On est là où on doit être. On est là où on doit être. Et c'est effectivement ce qui marque la différence entre les deux pilotes. La comparaison, est-ce que c'est un des ressorts qu'on peut utiliser, qu'on doit surtout pas utiliser quand on fait de la préparation mentale? C'est quoi la règle, s'il y en a une? Non, là, tout est tellement singulier, c'est-à-dire que vous prenez même voiture, etc. En fait, les ressentis, le fonctionnement va faire qu'on a presque l'impression d'avoir une voiture différente alors qu'elle est réglée pareil. Je reviens juste sur ce que vous m'avez demandé tout à l'heure là, sur la conférence de presse. Il dit, j'arrive pas à comprendre, j'aimerais comprendre. À un moment, il faut être en capacité aussi de poser le cerveau, de le mettre un peu de côté pour laisser parler l'action, et tout comprendre n'est pas forcément une solution. Et j'ai l'impression que cette intellectualisation de la problématique, ça crée beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup d'énergie, et ça peut être un frein chez lui. Et donc là, par rapport à la performance et donc les mêmes voitures, etc., au final, il faut arriver à individualiser complètement le travail, le rendre singulier, et jusqu'au langage, hein. C'est-à-dire qu'un mot ne va pas vouloir dire la même chose chez l'un et chez l'autre. Donc il y a toute cette étude-là en amont, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, en fait. Ça, c'est intéressant, parce que Norris, justement, qui avait fait, pour la journée mondiale de la santé mentale, il avait fait une vidéo YouTube avec son physio, justement, où il expliquait que sa solution à lui, ce qui fonctionnait le plus, c'était justement de couper, de partir avec ses amis, faire un golf, faire autre chose, pour pouvoir justement se sentir mieux et poser le cerveau. C'est l'expression qu'il a utilisée. Le problème, c'est peut-être qu'aussi avec le calendrier actuel, des Grands Prix toutes les semaines, c'est plus compliqué. Ouais, il faut réussir à trouver finalement, est-ce qu'on peut, on parlait tout à l'heure d'escrime, Manon Apiti-Brunel a été sacrée. Tout se passe sur une journée. Il y a une longue pause entre les quarts de finale. Là, on parle complètement d'escrime. On est sorti de la Formule 1, mais il y a une longue pause entre la fin des quarts de finale et les demi-finales. Là, c'est pareil. En fait, il faut essayer de trouver des moments pour éventuellement s'isoler, se recentrer. Comment on peut faire? Alors, tout se calibre. C'est-à-dire que on n'a pas les horaires exacts, mais que vous preniez l'escrime, un parcours de golf, entre les essais, etc. Tous ces moments-là sont décryptés et en fonction de la personnalité de l'athlète, en fait, on va faire des séquences de temps. Un moment pour discuter un peu avec les proches ou rigoler un peu, un moment pour manger, un moment pour se reposer, écouter de la musique, et un moment pour réinitialiser et relancer la machine pour le match qui arrive. Hop, et puis si jamais il y a un imprévu, on gère l'imprévu de façon à occuper son cerveau. Manon le dit très bien dans ses reportages différents là, où elle dit mais en fait j'apprends à occuper mon cerveau pour ne pas penser. Au final, on pense pour ne pas penser. Et à l'inverse, des garçons comme Max Verstappen ou comme Oscar Piastri, mais on a moins de recul sur Piastri. Ou Schumacher. Ou des garçons comme Schumacher, un petit peu plus loin dans le passé. On a le sentiment qu'ils n'ont jamais douté. C'est juste une impression, c'est quelque chose, c'est un message qu'ils veulent envoyer aussi à leur adversaire. Ou un homme qui doute pas, ça n'existe pas. Un homme ou une femme, un athlète qui ne doute pas, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça doute très très fort et je peux vous garantir que pour faire plein de sports différents à très haut niveau, c'est un monde de doute, c'est un monde de questionnement, de peur, de négativisme. Et pour autant, il faut développer ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est la croyance en la capacité de réussir. Et au final, on peut avoir très très peur, mais avoir très très confiance dans le travail qu'on a fait et de ce qu'on peut faire. Donc c'est un combo à utiliser. Après, selon les cultures, les pays, dans les pays de l'Est, on montre surtout pas qu'on a peur, mais à l'intérieur, c'est un vrai volcan. Donc une fois encore, tous ces gens-là qui n'ont pas forcément de préparateurs mentaux, mais qui travaillent en prep mentale, avec de l'imagerie mentale, avec de l'organisation quotidienne, journalière, tout est calibré au cordeau près. Et en fait, j'ai envie de vous poser la question qu'un peu tout le monde se pose. Est-ce que d'admettre ces difficultés mentales, d'en avoir autant, est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que Lando Norris, malgré ce qu'il confie et malgré ce qu'on devine comme difficulté, peut être un jour champion du monde, peut battre Max Verstappen, peut battre Oscar Piastri? Bien évidemment. C'est ce qui peut faire la différence. Comme ça, pour que ce soit accessible à tout le monde, c'est pas juste d'y croire, parce que quand on veut, ou quand on croit, non, ça marche pas, c'est pas comme ça. C'est toujours d'aller repousser ce plafond de verre qu'on a et de rendre possible, comment je vais dire ça, moi, le corps à s'exprimer. Le corps s'entraîne tous les jours et on le laisse pas suffisamment parler parce qu'on est dans la réflexion.
Donc, si je devais être simple, je dirais qu'être en capacité de mettre de côté les projections, les erreurs du passé et d'être vraiment fondu dans l'action, ce qu'on pourrait appeler de la méditation de pleine conscience, là, le corps va s'exprimer, il va aller chercher des petits détails et qui, à cette vitesse-là, sont super importants. En fait, ce que vous nous dites et ce qu'on peut éventuellement expérimenter, nous, dans la vie de tous les jours, qui ne sommes pas des athlètes de haut niveau, même si vous avez un physique quand même qui est assez exceptionnel, Julien, c'est en gros, ouais, je sais faire, quelque part. Oui, bien sûr. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas au niveau, je ne suis pas d'accord, je suis désolé avec vous, parce que c'est votre mais oui, mais c'est votre haut niveau à vous. Quand vous faites votre travail, vous voulez le faire à fond, vous voulez que ce soit bien. Et en fait, moi, j'ai créé une définition du haut niveau, en toute humilité, hein, bien évidemment, mais c'est un état d'esprit. C'est après une question de niveau de pratique et de performance, mais d'abord, le haut niveau, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire être capable de mobiliser ses habiletés mentales vers un objectif à atteindre et de se donner corps et âme. Ensuite, c'est d'arriver à produire 80-90% de sa performance, donc de son jeu ou de votre travail, quel que soit l'environnement, la forme du moment et le niveau du moment. Et puis, au dernier recours, c'est je suis capable de switcher, c'est-à-dire de revenir dans le présent si je sors des rails ou si je suis distrait ou perturbé. Donc, il y a plein de gens qui font du haut niveau, qui n'est pas du haut niveau de performance comme on le voit à la télé, etc., mais qui sont corps et âme investis dans leur pratique. Et ça, c'est du haut niveau. Ah, c'est super intéressant. Ça fait du bien de finir sur ça. Mais je vous en prie, on ne se le dit pas assez, je suis désolé. Tiens, je suis content de travailler avec toi. Je suis content de pas. Tiens, on a été efficace là aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas, ça fait du bien et ça permet petit à petit de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'ouvrir et de laisser la place au corps d'exprimer tout ce qu'il sait faire. C'était très intéressant. Merci beaucoup Stéphane Limousin. On va essayer de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes en parlant de Red Bull et de Ferrari qui seront les deux autres sujets. Mais vraiment, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes pour essayer de comprendre un petit peu mieux à la fois la personnalité et les enjeux, le travail qui se passe en coulisses pour Lando Norris. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Au revoir. Bon, quelle pression, beau message, mais en même temps, quelle pression. Il va falloir continuer à essayer d'être bon. Et on va continuer en parlant de Red Bull, en se demandant s'il n'y a pas quand même un petit peu alerte rouge du côté de Milton Keynes. Faut se souvenir que l'année dernière à Bahreïn, les Red Bull avaient fait un doublé, la victoire de Max Verstappen avec la deuxième place de Sergio Pérez. Ça paraît loin. Ça paraît effectivement très très loin, même si pour la première fois depuis Las Vegas 2024, Red Bull a mis ses deux voitures dans les points. On pourrait se dire que c'est positif. Oui, d'accord. Sauf que faisons un petit comparatif, si tu le veux bien, Jap, avec le début de saison 2024, où on en était chez Red Bull après 4 Grands Prix, et ce qui se passe cette année en 2025. C'est très simple. Classement pilote en 2024 après 4 Grands Prix. Alors, il faut préciser qu'il n'y avait pas eu de course sprint sur ces 4 Grands Prix en 2024, ce qui a été le cas cette saison. Verstappen était leader du championnat pilote avec 77 points devant Sergio Pérez. Red Bull était leader du classement constructeur avec 141 points devant Ferrari qui en avait 120. En 2025, constat radicalement différent. Verstappen est troisième avec 69 points à 8 points de Lando Norris. Piastri est également devant lui. Et au classement constructeur, Red Bull 71 points seulement, McLaren 151. On est à presque le double. Ah non, c'est clair que c'est pas du tout le même début de saison. On va essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, en mettant quand même un petit peu en perspective. Tout ce qui ne pouvait ne pas marcher à Bahreïn n'a pas fonctionné. Si on parle de l'arrêt au stand, la simple lampe lumineuse qui est rouge et qui doit passer au vert, non, elle se met à clignoter orange. Ça marche pas, alors que ça marche depuis des années. C'est un truc bête comme chou. Bon, là, ça marche pas. Problème. Il y a eu aussi ce problème de la roue avant droite qui est resté coincé. Ça arrive jamais, ça, chez Red Bull. On va mettre ça un petit peu de côté. C'est des épiphénomènes, mais ça dit quand même quelque chose. Exactement. Alors, peut-être que c'est un truc de journaliste d'utiliser beaucoup les arrêts au stand comme une image de ce qui se passe au sein des écuries. On en avait parlé chez Mercedes quand ça allait moins bien après, à partir de 2022. Il n'empêche, Red Bull était quand même la référence dans l'exercice. Là, depuis le début de la saison, c'est plus compliqué. Et c'était encore plus compliqué à Bahreïn, où il y a eu quasiment 6 ou 7 secondes perdues sur les deux pit stops de Verstappen. Alors,
le vrai souci de cette Red Bull et ce qu'on voit vraiment se dessiner, qui était plus ou moins annoncé par Max Verstappen après les essais hivernaux. Et puis on s'était dit, oui, mais bon, là, c'est pour histoire de refiler la patate chaude de la pression chez McLaren. C'est un problème d'équilibre aérodynamique de la voiture qui était déjà présent la saison passée, qui a été réduit. Alors c'est marrant, les ingénieurs vous disent on a réduit à peu près 25% du problème. C'est clairement pas suffisant vu les progrès faits par les autres. Il y a aussi eu le fait qu'à Suzuka, les températures étaient beaucoup plus fraîches, le tracé en lui-même, avec des virages à moyenne vitesse, avec un gros freinage sur la dernière chicane. Et le resurfaçage aussi. Et le resurfaçage, ça a un petit peu masqué les ennuis. Et puis il y a eu ce tour vraiment très très bien mené de la part de Max Verstappen en qualification. On a vu que ce n'était pas possible de dépasser quasiment au Japon. Donc ça avait donné un sentiment que tout était rentré dans l'ordre. Chez Red Bull, on savait que non. On avait bien vu que les datas n'étaient pas bonnes. Et ça s'est vraiment confirmé à l'inverse du côté de Bahreïn, où autant ça avait été minimisé à Suzuka, là ça a vraiment explosé à la vue de tous. Il y a un souci sur cette voiture. Oui, il fallait croire finalement Verstappen quand il le disait après quasiment chaque séance d'essai. Cette voiture-là n'est pas suffisamment bonne à ses yeux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les changements de pilote entre Racing Bulls et Red Bull, il y a des éléments de comparaison. Et aujourd'hui, Tsunoda, Lawson disent largement que la Racing Bulls a une fenêtre de performance qui est beaucoup plus large et qu'il est beaucoup plus difficile de trouver cette fenêtre-là avec la Red Bull. Et avant eux, Sergio Pérez disait la même chose, oui. Et il a dû laisser sa place. Pour y remédier, si c'est un problème d'équilibre aérodynamique, l'outil logique, c'est la soufflerie. Sauf qu'il y a un problème à la soufflerie de chez Red Bull, et c'est un problème qui est apparu depuis la mi-saison 2024. Et ça correspond pile poil au moment où McLaren a pris l'avantage sur Red Bull. Alors c'est une chose assez compliquée, on nous explique même que c'est dû à la construction en béton de la soufflerie. C'est ce qui est assez incroyable. Ça correspond à un autre moment, alors qui est peut-être plus hasardeux, c'est le départ, la mise à l'écart d'Adrian Newey. Oui, c'est sûr. Bon, elle était déjà en béton pendant qu'Adrian Newey... On est bien d'accord, mais l'interprétation des données qui pose problème aujourd'hui chez Red Bull, parce que ce qu'on voit dans la soufflerie, c'est pas ce qu'on voit dans la réalité, et c'est le plus gros problème. Et quand vous avez perdu un ingénieur comme Adrian Newey, ça pose un petit peu de problème. Oui, clairement. Ce problème de corrélation, vous allez souvent l'entendre, souvent le lire si vous vous baladez un petit peu sur les sites. Autrement dit, quand vous faites une simulation dans la soufflerie, ça vous donne des datas. Et quand vous arrivez sur la piste, la voiture ne réagit pas du tout selon ce que vous avez eu sur la théorie. Sur la théorie. Et ça, c'est déjà un premier gros problème. Alors parfois, vous arrivez en renvoyant les datas le vendredi soir à l'usine, à Milton Keynes, en faisant tourner un pilote au simulateur, à trouver quand même une solution. C'est ce qui s'était passé au Japon. Et parfois, la plupart du temps, vous ne trouvez pas la bonne solution. Et c'est ce qui est arrivé à Bahreïn. L'autre problème, au-delà de la corrélation, c'est que de ce qui circule, c'est que vous mettez plusieurs fois la même voiture dans la même soufflerie et vous obtenez des données qui sont différentes. Donc à un moment, lesquelles vous choisissez, sur lesquelles vous allez vous baser pour régler la voiture en début de week-end, vous partez complètement dans le flou et on a vraiment ce sentiment que c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment à Red Bull. Oui, c'est le plus gros problème et c'est aussi un énorme frein en termes de développement. Souvenez-vous, c'est le problème qu'avait eu Mercedes avec sa voiture sans ponton. Ça a duré des mois et des mois. Donc là, à court terme, c'est très difficile d'envisager du mieux pour Red Bull et pour Max Verstappen. Tu parles de frein, il y a eu aussi des problèmes de frein sur la Red Bull à Bahreïn. Il y en avait déjà eu un petit peu à Suzuka. Apparemment, ce problème a été identifié et il sera réglé. Parce que le problème, c'est déjà d'identifier un problème pour ensuite pouvoir y remédier. Donc, on a fait le constat, on a compris quels étaient les soucis. Le risque, c'est quoi, Julien ? Et il y en a plusieurs et ils sont énormes. Déjà, le risque sportif, c'est de perdre le championnat. On a déjà évoqué l'écart aux deux classements, classement pilote et classement constructeur. Alors, classement pilote, ce n'est pas encore rédhibitoire. Classement constructeur, ça commence à devenir compliqué. Le risque à plus long terme, c'est de lasser Max Verstappen. Il le dit souvent, est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est une posture ?
Il n'empêche, souvenez-vous de là où on était il y a un an, la situation un peu explosive chez Red Bull. On voit aussi Helmut Marko dans ses propos quand il dit le risque c'est de perdre Max Verstappen. On a la citation exacte, Gilles. À court terme, nous ne pouvons rien faire techniquement, mais avec une telle performance, nous ne pourrons pas défendre notre titre de champion du monde et ce n'est pas bon signe car nous risquons de perdre Max Verstappen. Voilà. Alors, on sait que Marko est dans le camp Verstappen, si on peut dire les choses comme ça. Il n'empêche, il y a quand même un risque parce que Verstappen le dit souvent, il n'a pas envie de ne plus s'amuser et s'il ne peut pas s'amuser, il l'arrêtera ou il partira. Alors, encore une fois, il faut prendre du recul sur les choses, il faut se poser la question de où peut-il aller. Mercedes, c'était largement envisageable l'année dernière, je trouve que ça l'est beaucoup moins cette saison, Gilles, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais... Ouais, on parle beaucoup effectivement de la reconduction de contrat de George Russell, qui a quand même fait un truc assez phénoménal en fin de course là à Bahreïn avec une voiture qui faisait absolument n'importe quoi. Hein. C'est presque gaguesque. T'appuies sur le bouton de la radio, c'est le DRS qui s'ouvre. Enfin... ouais, et puis Russell, voilà, c'est l'homme qui maximise quand même les performances de Mercedes depuis le début de la saison et même la saison dernière. Et puis j'ai du mal à imaginer. Il n'est qu'à 14 points de la première place au championnat, il faut le dire. Et c'est difficilement imaginable d'enlever Antonelli, qui est le prodige maison, le gamin qu'on chouchoute, et que du jour au lendemain, on lui dise non, il faut faire de la place à Verstappen. Donc, d'autres équipes, ça pourrait être envisagé. Je crois savoir à qui tu penses. Non, mais globalement, c'est un avis, mais je pense que on parle d'Aston Martin. Je pense que le risque, il est plutôt pour 2026. Il y aura ce nouveau règlement. Si Verstappen a une idée claire de qui aura mieux géré ce nouveau règlement et qu'Aston Martin est dans le lot, effectivement, là, je pense qu'il y aura un énorme risque. Parce qu'Aston Martin, il retrouverait une voiture faite par Adrian Newey. On rappelle que c'est avec une voiture faite par cet ingénieur qu'il est allé chercher tous ses titres de champion du monde et il retrouverait un moteur Honda. Absolument. Donc qu'il adore. Il arriverait quasiment à la maison. Le problème, c'est que les améliorations, elles sont annoncées pour Imola, donc c'est à la mi-mai. Entre-temps, il faut aller en Arabie Saoudite, il faut aller aux États-Unis une première fois. Il va faire ses 2 grands prix, j'ai envie de dire, avec sa Red Bull et son couteau, Max Verstappen. Bonne expression. Sachant que des solutions vont arriver à Imola, on ne sait pas encore si ces solutions vont régler tous les problèmes, tout ou partie des problèmes de Red Bull. Donc oui, sur la distance, il y a un vrai risque que Red Bull soit écarté de la course au titre assez rapidement. Ce qui n'est pas le cas, parce que ce qui est assez phénoménal, c'est que pour l'instant, il est 3e du championnat avec 8 petits points d'avance sur Lando Norris. De retard, j'ai l'habitude. 8 petits points de retard sur Lando Norris. Ça veut dire qu'on a fait 4 Grands Prix. Il a largement le temps de faire son retard et d'aller chercher un 5e titre consécutif. Oui, parce que c'est aussi ce qu'on disait après le Grand Prix du Japon, et on ne va pas se contredire, on continue de le penser. S'il est capable, s'il est en mesure, si sa Red Bull lui permet de la mettre dans la bonne fenêtre d'exploitation, Verstappen sera forcément aux avant-postes. Maintenant, toute la question, c'est, sur ces 20 Grands Prix restants, sur combien de Grands Prix la Red Bull sera capable d'être dans les bonnes fenêtres. Voilà. Et donc, il y a eu une réunion juste après le Grand Prix de Bahreïn. Christian Horner, Helmut Marko, Pierre Vacher, le chef des ingénieurs français de chez Red Bull. Il aurait dû y avoir normalement Max Verstappen qui a dit qu'il n'avait pas envie d'y aller et c'est donc Raymond Vermeulen, son agent, qui y est allé à sa place. Et là, on comprend aussi on en revient à ce qu'on disait, le risque de perdre Max Verstappen. En fait, la véritable urgence, c'est pas tant de perdre le titre. La véritable urgence, c'est que d'un seul coup, Max Verstappen se mette à réellement regarder ailleurs. C'est ça la vraie urgence chez Red Bull. Oui, c'est exactement ça, parce que Verstappen n'a pas la patience Alors, il l'a eu longtemps, finalement, parce que l'écart entre son arrivée en Formule 1 et son premier titre est quand même assez important. Je pense qu'aujourd'hui, il a 27 ans et qu'il n'aura pas la patience qu'il a eue auparavant pour attendre 2 jours meilleurs chez Red Bull. On va voir ce que ça va donner pour Max Verstappen et pour Red Bull, qui seront donc du côté de l'Arabie Saoudite avec, j'ai presque envie de dire, déjà une obligation de réaction. On ne peut pas avoir 2 Grands Prix comme ça, avec une 6e place et une course dans laquelle Max Verstappen... On l'a pas vu. C'est rarissime de voir ce genre de choses. Oui, de ne pas voir Verstappen et de le voir quasiment plus défendre qu'attaquer, même si à la fin de la course, il a pu récupérer la 6e place au détriment de Pierre Gasly, mais effectivement, il a passé plus de temps à défendre qu'attaquer.
On en reparlera parce que j'aimerais bien comparer aussi la situation chez Red Bull en Formule 1 à celle qu'a connue Honda en MotoGP. La parallèle, c'est que les deux ont un pilote absolument phénoménal qui ne répond à aucun critère de pilotage comparable à ceux de ses contemporains, qui, sachant que c'est une perle, un diamant magnifique, je parle de Marc Marquez et de Max Verstappen, qui misent tout sur cet homme, et ça a fonctionné. Les deux ont empilé les titres de champion du monde, et puis d'un seul coup, quand on n'arrive plus à faire fonctionner le binôme, le pilote s'en va et la voiture reste. Alors, ou la moto. Et ça s'est plutôt effondré chez Honda. On voit un Johann Zarco qui œuvre avec beaucoup de mérite pour essayer de remonter le constructeur japonais. On veut absolument éviter ça chez Red Bull. Je pense que c'est un des sujets qu'on pourra éventuellement évoquer dans les fous des volants, les fous du volant ces prochaines semaines, ces prochains mois, même quelques petits articles. Voilà la parallèle qu'on pourrait faire. On va parler de Ferrari maintenant, si tu le veux bien, Julien, avec une question, un petit peu provocatrice. Est-ce que c'est déjà trop tard pour Ferrari ? Alors, Charles Leclerc a terminé 4e du Grand Prix à Bahreïn, devant Lewis Hamilton. Donc, il y a deux façons de voir la chose. Soit on se dit, il n'y a toujours pas de podium. Ok, soit on peut se dire qu'ils ont ramené 22 points Ferrari de ce Grand Prix de Bahreïn et que c'est pour l'instant le meilleur total depuis le début de la saison pour la Scuderia. Faisons la même chose que ce que l'on a fait tout à l'heure avec Red Bull, Julien, si tu veux bien. On regarde la situation en 2024 après 4 Grands Prix pour Ferrari et où on en est aujourd'hui. Alors en 2024, il y avait 18 points de retard seulement pour Leclerc sur Max Verstappen. Il y avait 21 points de retard pour Ferrari sur Red Bull. En 2025, c'est beaucoup plus compliqué. 94 points de retard au classement constructeur sur McLaren. C'est gigantesque. Et 45 points de retard pour Charles Leclerc sur Lando Norris au classement pilote. Bon, donc on peut déjà presque se dire que... Est-ce que c'est déjà presque trop tard pour toi ? Ce qui me pose problème, moi, pour la Scuderia, c'est qu'on utilise beaucoup cet argument de... Oui, mais la saison dernière aussi, on avait mal débuté et on avait très bien fini puisqu'on a disputé le titre constructeur jusqu'au dernier Grand Prix. Ce qui est vrai, on l'a vu, l'écart est quand même pas le même. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. McLaren a une avance qui paraît solide au moins pour les 6 prochains mois. C'est dingue. Et encore en prenant presque 100 points en 4 Grands Prix. Alors, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure la comparaison, il y a eu aussi une course sprint en Chine et il n'y en avait pas eu lors des 4 premières. Mais, et il y a eu cette double disqualification aussi en Chine. Il faut aussi on parle en termes de performance, parce que McLaren, l'avance qu'elle a en termes de performance, c'est pas du tout l'avance qu'avait Red Bull, par exemple, la saison dernière en 2024. Si on détaille, tu nous as préparé un chiffre sur le retard en qualification par rapport au temps de la pole position chez Ferrari, ça dit quoi ? Oui, il y avait 6 dixièmes en Australie, et depuis la Chine, grosso modo, il y a autour de 3 dixièmes. Alors on était à 286 millièmes en Chine, on était à 334 millièmes à Bahreïn. Ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est que Ferrari avait apporté notamment un nouveau plancher à Bahreïn et qu'elle espérait que cette nouvelle pièce permette de réduire un petit peu l'écart. Ce qui, visiblement, en tout cas en qualification, n'a pas été le cas, en sachant que Leclerc a dit après la qualification au micro de Canal+, qu'il avait fait le meilleur tour possible. Oui. Alors, en même temps, on sait que les efforts de Ferrari ces 2 dernières saisons, c'est d'avoir une voiture plutôt du dimanche, c'est-à-dire plus efficace en course qu'en qualification. Est-ce que c'est pas ça qu'on a cherché aussi en amenant ce nouveau fond plat ? 2 informations sur ce fond plat. Premièrement, il y a eu un vrai débat en interne pour savoir s'il fallait tout de suite amener dès le 4e Grand Prix de la saison, c'est quand même très très tôt dans le calendrier, et de l'essayer tout de suite, ou bien s'il fallait continuer à collecter des datas en soufflerie pour essayer de mieux l'apprivoiser, savoir. On avait un petit peu peur en fait d'être perdu en arrivant sur la piste à Bahreïn. On a finalement choisi, Fred Vasseur a été partant pour le mettre, vu que c'est le patron, on l'a mis, et on voit quand même, il y a eu un moment pendant le Grand Prix, alors c'est aussi une question de stratégie sur les choix de pneus, on a vu à un moment que les Ferrari étaient vraiment très très performantes. Est-ce que c'est ça un premier signal qui vient de s'afficher au vert ? C'est possible aussi.
Oui, effectivement, il y a eu des circonstances atténuantes sur ce Grand Prix parce que sans cette safety car, on peut imaginer que ça se soit mieux passé. Maintenant, comme dit Fred Vasseur, on ne peut pas faire avec des scies, on peut faire beaucoup de choses. En tout cas, la Formule 1, c'est pas ça. Juste, je reviens sur une chose que tu disais, voiture du dimanche, voiture du samedi. Le problème, c'est que la voiture du samedi n'a peut-être jamais été aussi importante que cette saison parce qu'il est de plus en plus difficile de dépasser et que à chaque fois qu'on entend les pilotes en post-qualif, post-course, ils disent que le samedi est très important parce que c'est difficile de dépasser le dimanche. C'est une bonne remarque, bravo. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord des déclarations des pilotes après ce Grand Prix? Charles Leclerc, et là c'est pareil en fait, on peut choisir de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein en écoutant les déclarations de Charles Leclerc. Oui, parce qu'il dit qu'il est satisfait de voir un progrès, que finalement Ferrari n'est pas si loin du podium sur ce Grand Prix de Bahreïn. Mais il est insatisfait parce que lui, ce qu'il veut jouer, c'est pas la 4e place et c'est même pas la 3e ou la 2e, c'est la victoire. Et a priori, Ferrari en est encore loin parce qu'il y a un gap sur McLaren qui est énorme. Et je voulais parler aussi de l'écart sur Mercedes. Je ne suis pas certain aujourd'hui que Ferrari ait les moyens de rivaliser sur le long terme avec au moins George Russell chez Mercedes. Ouais, surtout, cette 4e place au championnat, comptablement, ils sont finalement assez loin. On a parlé de McLaren, mais bon, il faut dire que McLaren a déjà collecté 3 victoires sur les 4 Grands Prix, a placé encore 2 voitures sur le podium dimanche dernier, mais on est déjà un petit peu décroché par rapport à Mercedes, 2e au classement des constructeurs. On est à 14 points de Red Bull, qui depuis le début de la saison quasiment a fait avec un seul pilote. Là, pour la première fois, on le disait, depuis Las Vegas 2024, il y a eu les 2 Red Bull qui étaient dans les points. C'est sûr que de ce côté-là, on peut s'inquiéter. Mais il y a un autre clignotant vert qui s'est allumé. J'essaye de voir les choses positivement. Oui, je vois. Tu as raison. C'est Lewis Hamilton. Hein. Bon, très contrarié après sa qualification, 9e temps, et qui au contraire a été très très positif après la course, en affirmant, et ça c'est quand même des mots je trouve qui sont importants. J'ai beaucoup appris aujourd'hui et sur l'ensemble du week-end, probablement plus que lors de tous les autres. Je me demande si on n'a pas assisté en fait à un changement de philosophie de la part de Lewis Hamilton, qui était arrivé chez Ferrari avec l'idée d'amener la voiture à ce que lui voulait comme caractère de pilotage. Et il lui aura fallu 4 week-ends de Grand Prix pour se dire « Bon, ça marche pas, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que c'est moi qui vais m'adapter à ce dont la voiture a besoin pour rouler vite. » Mais c'est même quelque chose que Ferrari a essayé de faire circuler en avant-saison avec ses relais médiatiques, de cette capacité à adapter à la fois la voiture, mais aussi tout ce qui est stratégie, tout ce qui est communication, tout ce qui est process exactement, à Lewis Hamilton. Ça a donné quelque part une image de Ferrari met vraiment tous les moyens pour séduire Hamilton et surtout pour lui permettre d'être à l'aise. Cette réalité-là, ce fantasme-là, a été rattrapé par la réalité qui est que c'est le pilote qui doit s'adapter à la voiture et pas l'inverse. Et finalement, ça aura pris que 4 Grands Prix. C'est plutôt une bonne chose que Ferrari s'en rende compte et Lewis Hamilton s'en rende compte aussitôt. J'ai le sentiment que chez Ferrari, on ne voulait surtout pas donner l'image aussi. Tu sais, il y a cette scène dans le film qui relate, le nom m'échappe à l'instant, qui relate la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda. Niki Lauda qui découvre la Ferrari, et qui dit mais ça va pas. Enfin bref, il la décrit vraiment avec des mots qu'on n'a pas trop le droit d'employer. L'ingénieur lui dit mais c'est une Ferrari. J'ai l'impression qu'on voulait vraiment surtout ne pas donner cette idée que non, on se la raconte pas. On va vraiment essayer de tout mettre dans le sens pour Lewis Hamilton. Oui, mais à la fin, une voiture finalement c'est un outil et donc il faut savoir l'utiliser dans le sens que l'outil nécessite pour aller vite. Ça peut d'un seul coup changer des choses, débloquer des choses pour un Lewis Hamilton qui va se dire ouais, je préfère ça, mais n'empêche qu'il va falloir que j'aille dans un autre sens. Est-ce qu'il a encore cette capacité à s'adapter? C'est ça maintenant la question. C'est toute la question, mais je pense que de l'avoir mesuré, de l'avoir compris, c'est déjà un vrai premier pas pour Hamilton. Il parle beaucoup des freins, l'utilisation des freins Brembo chez Ferrari qui change beaucoup de choses, l'utilisation du frein moteur. Du frein moteur, ouais. Avec une politique qui manifestement est totalement aux antipodes par rapport à celle qu'il connaissait chez Mercedes. Mais oui, et puis il faut mesurer aussi que Hamilton, ça faisait plus de 15 ans qu'il utilisait un moteur Mercedes, qu'il était chez Mercedes où il avait, encore une fois, des process qui étaient tout à fait ancrés et qui étaient même ancrés en lui. C'est très difficile de se
débarrasser de ça pour s'adapter à quelque chose qui est totalement nouveau, totalement différent. Est-ce que ça peut se relever? On va essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment trop tard déjà pour Ferrari? Pour le titre, je pense que oui. Peut-être que je serais ridicule à la fin de la saison et que Ferrari aura pris les 2 titres, mais je pense que l'écart de McLaren est trop grand. Celui qui parie que Ferrari termine avec les 2 titres aujourd'hui, il peut prendre une grosse cote. En revanche, que Ferrari aille mieux et que l'écart soit réduit d'ici la fin de la saison, oui, j'y crois. L'autre question qui va se poser, on ne va pas y répondre aujourd'hui, c'est à quel moment chez Ferrari on va switcher, on lâchera l'affaire pour 2025 pour vraiment se concentrer sur ce nouveau règlement technique 2026 et ne plus se concentrer que et uniquement que sur ce règlement technique 2026. Ça, je pense qu'on le verra assez rapidement au cours de l'été. Il y a une dernière petite chose. Ferrari, c'est l'Italie et Fred Vasseur, il le sait bien. D'ailleurs, dans ses déclarations, il dit souvent il faut faire en sorte que nos bas soient moins bas et que nos hauts soient moins hauts, qu'il y ait un petit peu de stabilité dans son équipe. Pour ça, il va falloir aussi, pour gagner du temps, en fait, c'est ça, qui est là une performance qui arrive, alors que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit aux États-Unis. Bon, après, on ira à Imola. Oui, parce que finalement, on n'a pas vraiment capitalisé sur la victoire en sprint d'Hamilton, puisque le lendemain, il y a eu le soufflet est retombé tout de suite. Désastre absolu. Effectivement, je pense que, surtout chez Ferrari, où tout prend des dimensions colossales, effectivement, je pense qu'il faut une victoire ou une belle performance assez urgemment. Voilà donc ce qu'on pouvait dire après le Grand Prix du Bahreïn. On aurait eu plein d'autres sujets. Là, ce numéro incroyable de George Russell avec une voiture qui devenait complètement folle. Mais on avait beaucoup parlé de Mercedes la semaine dernière. Avec Gwen Lagrue, on a décidé de se concentrer sur les 3 sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Peut-être aussi vous donner les horaires du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui va nous occuper le week-end prochain. Les premiers essais libres vendredi à 15h30. La deuxième séance d'essais libres à 19h. Samedi, essai libre 3 à 15h30 et la qualif à 19h. Le Grand Prix, lui, ça sera dimanche à 19h pour ce 5e rendez-vous de la saison. Et peut-être un nouveau duel entre Lando Norris et Oscar Piastri. Ouais, on espère. Enfin, on va voir ça. Ça va être intéressant. Ça serait bien aussi... pourquoi pas Oui, un petit peu plus de densité devant. Ouais, un retour de Max Verstappen et de Lewis Hamilton. On aimerait bien que ça se resserre devant. Et puis d'autres points pour Pierre Gasly aussi. Ça, on aurait pu en parler. Bon, on avait un petit peu parlé d'Alpine, pas forcément en faisant beaucoup de compliments. On aura beaucoup de choses à vous dire la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de ce Grand Prix. Toujours avec toi, Jap? Absolument. Mais il revient quand, Stéphane est parti? Il reviendra peut-être plus jamais. On ne sait pas. On l'embrasse, il doit être sur une plage en train de se faire bronzer, je suis sûr. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on coupe le contact.